Ma femme a réservé notre restaurant préféré, a invité tous nos amis, puis a annoncé, ce mariage était une perte de temps, je passe à la version supérieure. Tout le monde a acclamé sa libération. J'ai laissé mon alliance sur la table et je suis sorti en silence. 3 semaines plus tard, lorsqu'elle a eu besoin de moi pour co-signer son bail, mon silence est devenu. Il y a 3 semaines, ma femme a réservé notre restaurant préféré, a invité tous nos amis et a annoncé que notre mariage était une perte de temps. Elle a dit qu'elle passait à un modèle supérieur. Tout le monde a applaudi sa libération pendant que j'étais assis là, à regarder ma vie imploser devant une foule de convives. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Nous étions mariés depuis 6 ans. Pas parfait, mais je pensais que nous étions solides. Bien sûr, nous avions nos moments difficiles comme n'importe quel couple, mais rien qui criait tribunal des divorces. Elle était distante depuis quelques mois, travaillant tard, sortant plus souvent avec ses amis. Les signes classiques, n'est-ce pas? Mais quand j'abordais le sujet, elle retournait la situation, me faisant sentir que j'étais paranoïaque ou contrôlant. L'histoire du restaurant est sortie de nulle part. Elle m'a dit qu'elle voulait dîner avec nos amis chez Antonio S, le restaurant italien où nous allions chaque année pour notre anniversaire. Elle a dit que ce serait bien de réunir tout le monde car nous ne les avions pas vus depuis un moment. J'ai trouvé ça gentil. Ça vous montre à quel point j'étais naïf. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait quand je suis entré dans cette salle à manger privée. La façon dont tout le monde me regardait comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti. Ils savaient tous. Chacun d'entre eux savait ce qui allait arriver, sauf moi. Elle a attendu la fin des entrées, s'est levée avec son verre de vin comme si elle portait un toast. J'ai même souri en pensant qu'elle allait dire quelque chose de gentil sur nous, peut-être annoncer des vacances que nous planifions ou quelque chose du genre. Au lieu de cela, elle s'est éclaircie la gorge et a dit « Je voulais que vous soyez tous ici ce soir parce que vous êtes mes amis les plus proches, et j'avais besoin de témoins pour ce que je m'apprête à dire. » Sa voix était stable, répétée. Ce n'était pas spontané. C'était planifié, calculé. Ce mariage a été une perte de temps totale. J'ai passé 6 ans de mes meilleures années à essayer de faire fonctionner quelque chose avec quelqu'un qui ne comprend tout simplement pas. J'ai fini de me contenter de peu. J'ai fini de faire semblant. Je passe à un modèle supérieur. Le silence a duré peut-être 3 secondes. Puis notre ami de l'université a commencé à applaudir. Puis un autre. Puis toute la table a éclaté en applaudissements comme si elle venait d'annoncer qu'elle guérissait le cancer. Ils applaudissaient vraiment. Applaudissant la fin de mon mariage comme si c'était une sorte de victoire. Elle m'a regardé droit dans les yeux avec ce sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Froid, satisfait, comme si elle venait de gagner une partie dont j'ignorais que nous jouions. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu me lever et exiger des réponses. J'aurais pu demander pourquoi elle avait besoin d'un public pour détruire notre mariage. J'aurais pu souligner qu'elle venait de m'humilier devant des gens que je considérais comme des amis, mais je ne l'ai pas fait. J'ai enlevé mon alliance, je l'ai posée sur la table à côté de mes pattes intactes et je suis sorti. Sans mots, sans drame, sans lui donner la réaction qu'elle attendait clairement. Le silence que j'ai laissé derrière moi était plus puissant que tout ce que j'aurais pu dire. Les applaudissements se sont tus immédiatement. J'ai entendu des chaises gratter contre le sol alors que j'atteignais la porte. Probablement des gens réalisant qu'ils venaient de participer à quelque chose d'assez tordu. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, pas de traitement de ce qui venait de se passer. Juste le silence. Quand je suis arrivé à la maison, je suis allé directement au garage, j'ai pris quelques boîtes et j'ai commencé à emballer ses affaires. Pas par colère, juste par sens pratique. Si elle passait à un modèle supérieur, elle aurait besoin de ses affaires pour là où elle allait. Elle est rentrée vers minuit, s'attendant probablement à me trouver ivre ou en larmes ou suppliant des explications. Au lieu de cela, elle a trouvé ses vêtements soigneusement pliés dans des boîtes près de la porte d'entrée. « Nous devons parler » a-t-elle dit. Je l'ai regardé un long moment, puis je suis monté me coucher. J'avais du travail le matin, et parler n'allait pas changer ce qui s'était passé dans ce restaurant. Elle avait fait son choix devant un public. Maintenant, elle pouvait vivre avec. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines de silence absolu entre nous pendant qu'elle logeait chez sa sœur. 3 semaines où elle a essayé de me joindre par l'intermédiaire d'amis, de la famille,
par des textos auxquels je ne réponds pas. Et maintenant, elle a besoin de quelque chose de moi. Quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir de tous ses amis qui ont applaudi sa libération. C'est drôle comme ça marche. Les premiers jours après l'incident du restaurant ont été intéressants. Les nouvelles vont vite dans notre cercle social, et apparemment la version qui se propageait ne correspondait pas tout à fait à ce qui s'était réellement passé. Selon la version qui circulait, j'étais sorti en trombe dans un accès de rage. J'étais dépeint comme le mari en colère et contrôlant qui ne pouvait pas gérer l'indépendance de sa femme. Certains ont même suggéré que je l'avais freiné pendant des années. Mon frère m'a appelé le deuxième jour. Qu'est-ce qui s'est passé chez Antonio S? Tout le monde dit que tu as pété les plombs. Et que tu as fait une scène. J'ai laissé mon alliance sur la table et je suis sorti. C'est tout. C'est tout? Tu n'as rien dit? Rien. Il est resté silencieux un moment. C'est en fait pire pour elle. Tu sais, elle s'attendait probablement à ce que tu exploses pour pouvoir justifier le tout. Il n'avait pas tort. Le silence la rendait folle. Je pouvais le voir d'après les messages qu'elle continuait d'envoyer. D'abord, ils étaient défensifs, expliquant pourquoi elle avait dû le faire de cette façon. Puis, ils sont devenus des excuses, disant qu'elle aurait peut-être pu mieux gérer la situation. Puis colérique, m'accusant d'être immature de ne pas répondre. J'ai supprimé chacun d'entre eux sans lire au-delà de la première phrase. Sa sœur s'est présentée à mon bureau le 4e jour, un immeuble professionnel, sécurité à la réception, et elle a réussi à les convaincre de la laisser monter. J'étais au milieu d'une réunion avec un client quand mon assistant a frappé à la porte. « Monsieur, il y a une femme ici qui dit que c'est une affaire familiale urgente. » Je me suis excusé et je l'ai trouvée faisant les 100 pas dans la zone de réception. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est lancée dans ce discours préparé sur le fait que les mariages demandent du travail et que je ne devrais pas abandonner si facilement. Elle a fait une erreur. Elle a dit, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Stressé. J'ai gardé ma voix calme. Elle a réservé un restaurant, invité 12 personnes et préparé un discours sur le fait que je suis une perte de son temps. Ce n'est pas du stress. C'est de la planification. Elle veut rentrer à la maison. Elle veut arranger ça. Alors elle n'aurait pas dû annoncer sa mise à niveau devant un public. Je suis retourné à ma réunion, la laissant planter là. La sécurité l'a raccompagnée dehors quand elle a essayé de suivre. Les amis qui avaient applaudi ce soir-là ont commencé à me contacter aussi. Des appels et des textos gênants essayant soudainement de jouer les médiateurs. Il voulait expliquer sa version, nous aider à traverser cette mauvaise passe, suggérer une thérapie de couple. J'ai bloqué tous les numéros. À la fin de la première semaine, j'avais changé les serrures. Pas par dépit, juste par bon sens. Elle avait déjà annoncé qu'elle en avait fini avec le mariage. Inutile de laisser la porte ouverte à plus de drames. Elle l'a découvert quand elle a essayé de passer pendant que j'étais au travail. Les voisins m'ont dit qu'elle était restée assise dans sa voiture pendant 2 heures à appeler mon téléphone encore et encore. Quand je suis rentré, il y avait 17 appels manqués et un long message vocal que je n'ai pas écouté. La 2e semaine a amené les avocats. Elle voulait discuter de la division des biens, de la maison, de nos comptes joints. J'ai dit à mon avocat de tout gérer conformément à ce qu'elle avait demandé ce soir-là au restaurant. Elle voulait une mise à niveau. Les mises à niveau coûtent généralement plus cher. Le compte chèque joint avait été vidé au jour 10. Sa moitié, bien sûr. Les cartes de crédit étaient au maximum avec des choses que je ne reconnaissais pas. Sacs de créateurs, bijoux, dîners coûteux. Elle vivait comme quelqu'un qui venait d'hériter, pas comme quelqu'un qui traverse un divorce. Mon avocat a appelé avec une mise à jour. Elle demande une pension alimentaire. Sur quelle base? Elle prétend qu'elle a besoin de temps pour se remettre sur pied professionnellement. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. La femme qui avait proclamé son indépendance devant une foule en liesse voulait maintenant que je finance sa libération. Ne lui donnez rien. Rien. Elle est passée à un modèle supérieur. Rappelez-vous, les modèles supérieurs ne devraient pas avoir besoin de l'aide financière de l'ancien modèle. À la 3e semaine, le tableau devenait plus clair. Les amis qui applaudissaient ne faisaient pas exactement la queue pour l'aider dans sa nouvelle vie indépendante. La sœur qui s'était présentée à mon bureau ne lui offrait pas un logement permanent.
Et apparemment, la recherche d'appartement ne se passait pas aussi bien que prévu. C'est à ce moment-là que les textos sont devenus désespérés. Plus d'excuses, juste pratiques. Elle avait besoin de parler de logistique, de paperasse, de choses qui nécessitaient ma signature. J'ai gardé ces messages, non pas pour y répondre, mais juste pour me souvenir à quoi ressemblait le désespoir de quelqu'un qui avait publiquement célébré la fin de notre mariage parce que j'avais le sentiment que j'allais avoir besoin de cette perspective très bientôt. La 3e semaine est celle où la réalité a commencé à la frapper comme un train de marchandises. Les demandes de location d'appartements qu'elle remplissait étaient rejetées. Pas à cause de ses revenus, mais à cause de sa cote de crédit. Il s'avère que ses cartes de crédit maximisées lors de sa célébration d'indépendance avaient des conséquences. De plus, la plupart des endroits décents dans notre région voulaient un cosignataire pour toute personne sans historique de location établi. Mon avocat a reçu l'appel en premier. Son avocat voulait discuter d'arrangements temporaires pendant que le divorce était en cours. Apparemment, rester indéfiniment chez sa sœur ne fonctionnait pas. La sœur avait 2 enfants et un mari qui n'était pas ravi de la situation de l'invitée permanente. Elle a besoin d'un endroit où vivre, a expliqué mon avocat lors de notre appel téléphonique. Elle aurait dû y penser avant son annonce publique. Son avocat suggère qu'elle pourrait réemménager temporairement dans la maison conjugale. Je suis resté silencieux un moment. L'audace était vraiment impressionnante. Dites leur nom. Elle voulait une mise à niveau. Les personnes mises à niveau ne reviennent pas en arrière. Ces tentatives pour me joindre par l'intermédiaire d'amis communs se sont intensifiées. Soudain, des gens qui ne m'avaient pas appelé depuis des mois étaient très préoccupés par mon bien-être. Ils entamaient des conversations décontractées sur le fait que le divorce était difficile pour tout le monde, que je devrais peut-être envisager d'être le plus intelligent des deux. J'ai coupé court à ces conversations aussi. La tentative la plus pathétique est venue de sa copine de gym. Elle m'a coincé à l'épicerie. Probablement pas par accident. Elle a vraiment du mal, a-t-elle dit, bloquant mon chariot dans l'allée des céréales. Peut-être que tu pourrais juste lui parler. Trouver un arrangement. Elle avait 12 témoins quand elle a déjà tout arrangé. C'était juste l'émotion qui parlait. Elle ne le pensait pas. Elle s'est levée, a fait un discours et a attendu les applaudissements. Ce ne sont pas des émotions. C'est une performance. J'ai poussé mon chariot autour d'elle et j'ai continué mes courses. Mais le moment le plus révélateur est venu quand j'ai croisé l'un des gars qui était à ce dîner. Nous avons joué au poker ensemble pendant 3 ans, fait des barbecues, regardé des matchs. Je pensais que nous étions amis. Il sortait de Home Depot alors que j'entrais. Impossible d'éviter la conversation. Et mec, comment tu tiens le coup? Bien. Écoute, à propos de cette nuit-là. Il s'est tortillé mal à l'aise. On aurait peut-être dû dire quelque chose. C'était assez gênant. Assez gênant pour arrêter d'applaudir? Il n'avait pas de réponse à ça. Tu veux savoir la vérité? J'ai dit, vous m'avez rendu service, vous tous. J'ai pu voir exactement qui était de mon côté quand les choses sont devenues difficiles. Ce week-end-là, son désespoir a atteint un nouveau niveau. Elle s'est présentée à ma salle de sport, non pas pour s'entraîner, juste assise sur le parking quand je suis sorti. Elle m'a suivi jusqu'à la station-service, restant à 2 voitures derrière comme une sorte de détective privé amateur. Quand je suis rentré, elle était garée de l'autre côté de la rue. Je lui ai fait un signe de la main par ma fenêtre et j'ai fermé les stores. La partie vraiment intéressante était de regarder l'évolution de ses médias sociaux. La première semaine avait été consacrée à l'indépendance et au nouveau départ. Des citations inspirantes sur le fait de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de peu. Des photos de dîners coûteux et de virées shopping. À la 3e semaine, les publications étaient différentes. Des allusions subtiles sur la difficulté du changement. Des photos avec des légendes sur les vrais amis qui montrent leur vraie couleur dans les moments difficiles. Les commentaires se faisaient de moins en moins nombreux et moins enthousiastes. Sa sœur a de nouveau appelé mon travail, mais cette fois, la sécurité était prête pour elle. Ils lui ont dit de prendre rendez-vous ou de ne pas revenir. Puis est venu l'appel que j'attendais. Le bureau de mon avocat, jeudi après-midi. Elle veut discuter de la maison spécifiquement. Elle demande si vous seriez disposé à la laisser y rester pendant qu'elle se remet sur pied. Pour combien de temps? Son avocat n'a pas précisé.
Ils appellent ça un geste humanitaire. Humanitaire? J'ai répété le mot lentement. La femme qui a annoncé publiquement que notre mariage était une perte de son temps veut une aide humanitaire. C'est essentiellement ce qu'il demande. Quel est son plan de secours si je dis non? Ils n'en ont pas mentionné, mais d'après les rejets de demande et sa situation de logement actuelle, je dirais que ses options sont limitées. Limitées? C'était un euphémisme. J'ai dit à mon avocat que j'y réfléchirais, mais nous savions tous les deux quelle serait ma réponse. Elle avait fait son choix devant un public. Maintenant, elle pouvait vivre avec les conséquences devant ce même public. Le désespoir ne faisait que commencer. La 4e semaine a apporté une masterclass en manipulation qui aurait impressionné un escroc professionnel. D'abord est venu le texto sur la santé. Message urgent concernant des douleurs thoraciques et un voyage aux urgences. Comment elle était toute seule et effrayée. Comment elle a réalisé ce qui comptait vraiment quand elle a cru qu'elle pourrait avoir une crise cardiaque. J'ai appelé l'hôpital. Aucune trace de son admission ou de son traitement. Choc. Ensuite, il y a eu l'urgence financière. Sa voiture était en panne et elle n'avait pas d'argent pour les réparations. Elle était bloquée. Ne pouvait pas aller au travail. Ne pouvait pas chercher d'appartement. Avait juste besoin d'un petit prêt pour se remettre sur pied. J'ai vérifié les médias sociaux. Elle avait posté des photos dans un bar à vin avec des amis quelques heures seulement avant la prétendue panne. La voiture avait l'air en parfait état sur le parking derrière elle. Puis est venue la campagne de culpabilisation, des messages sur le jour de notre mariage, notre lune de miel, tous les bons moments que nous avions partagés, comment elle avait fait une terrible erreur et voulait juste une chance de tout expliquer en personne. L'explication, selon ses textos, était qu'elle traversait une crise de la quarantaine. Le discours du restaurant était sa façon de demander de l'espace pour faire le point, pas de mettre fin au mariage. Les amis avaient mal compris ses intentions. Elle n'avait jamais voulu que cela paraisse si définitif. Créatif, je devais lui accorder ça. Quand la manipulation subtile n'a pas fonctionné, elle a changé de tactique. Vendredi soir, elle s'est présentée chez moi avec des plats à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré. Elle est restée sur le porche avec des sacs de nourriture, sonnant à la porte toutes les quelques minutes pendant 1 heure. J'ai commandé une pizza et regardé Netflix pendant qu'elle faisait son spectacle pour les voisins. Samedi a amené des renforts. Sa mère s'est présentée, ce qui était intéressant puisque la femme m'avait à peine parlé en 6 ans. Soudain, j'étais le fils qu'elle n'avait jamais eu. Et ne pouvais-je pas trouver dans mon cœur la force de pardonner une terrible erreur. Elle a toujours été impulsive, a expliqué sa mère à travers la porte. Vous savez comment elle est quand elle est dépassée. Assez dépassée pour réserver un restaurant et inviter 12 personnes à la regarder annoncer mon insuffisance. Sa mère n'avait pas non plus de bonne réponse à cela. Dimanche, c'était l'angle religieux. Elle avait trouvé Dieu apparemment, allait à l'église, priait pour être guidée, réalisant que le mariage était un engagement sacré qui ne devait pas être jeté par-dessus bord pour une confusion momentanée. La même femme qui avait qualifié notre mariage de perte de temps invoquait maintenant la sainteté du mariage. Le mardi suivant, l'histoire avait encore évolué. Maintenant, elle prétendait à une folie temporaire. Le stress de son travail, nos problèmes de couple, des problèmes familiaux dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Elle ne pensait pas clairement ce soir-là au restaurant. Son avocat a en fait essayé d'utiliser cela dans leur communication avec mon avocat. Capacité diminuée temporaire due à une détresse émotionnelle. Ma réponse a été simple. Si elle était mentalement incompétente quand elle a fait ce discours, alors elle est mentalement incompétente pour signer des documents légaux maintenant. Nous devrions attendre qu'elle soit déclarée apte à prendre des décisions. Cet argument a rapidement disparu. Mercredi a apporté la phase de menace. Si je ne commençais pas à communiquer, elle n'aurait d'autre choix que de prendre des mesures légales plus agressives. Elle se battrait pour la moitié de tout, y compris mes comptes de retraite et les actifs de l'entreprise que j'avais bâtie avant même notre rencontre. Jeudi, les menaces ont été remplacées par des promesses. Si je la rencontrais, elle signerait tout ce que je voulais. Pas de pension alimentaire, pas de revendication sur mes biens, une rupture nette. Elle avait juste besoin d'une conversation pour tout expliquer. Vendredi, c'était le retour au désespoir. Elle allait perdre son emploi si elle ne trouvait pas de logement stable bientôt.
Ses performances au travail souffraient à cause du stress. Sa sœur menaçait de la mettre à la porte. Elle n'avait nulle part où aller. Le week-end a apporté la dernière carte de son jeu. Des amis communs organisant une intervention. 4 personnes se sont présentées à ma porte samedi matin. Des gens que je connaissais depuis des années, agissant comme si c'était moi qui avais un problème. Elle a fait une erreur, ont-ils dit. Tout le monde mérite une seconde chance. Elle a appris sa leçon. Tu es cruel de l'ignorer. Le mariage, c'est le pardon. J'ai écouté toute la présentation, puis j'ai posé une question simple. L'un d'entre vous voudrait-il que son conjoint annonce devant vos amis que votre mariage est une perte de temps et qu'il passe à un modèle supérieur? Le silence s'est étiré inconfortablement. C'est ce que je pensais. Ils sont partis sans avoir accompli leur mission. Dimanche soir, ces messages avaient pris un ton différent. Moins de supplications, plus d'exigences. Je lui devais une conversation. J'étais déraisonnable. Elle méritait un meilleur traitement qu'un silence complet. La femme qui m'avait publiquement humilié exigeait maintenant le respect. Lundi matin a apporté l'appel que j'attendais. Pas à mon avocat cette fois, directement à moi au travail. Nous devons parler aujourd'hui. C'est urgent. Sa voix était différente. Plus suppliante. Désespérée, mais essayant de le cacher derrière une fausse confiance. C'est à propos de la demande d'appartement. J'ai besoin. Elle a fait une pause. J'ai besoin que tu co-signes. Voilà. La vraie raison derrière 4 semaines de manipulation, de culpabilisation et de fausses urgences. Elle ne voulait pas que je revienne. Elle ne voulait pas travailler sur notre mariage. Elle ne voulait pas de pardon ou de réconciliation. Elle avait besoin de ma signature sur un bail parce que personne d'autre ne se porterait garant pour la femme qui avait publiquement célébré la fin de son mariage. L'ironie était magnifique. J'ai accepté de la rencontrer, non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je n'aurais manqué cette conversation pour rien au monde. Pendant des semaines de silence, et c'est ce qui l'a finalement amené à ma porte, chapeau bas. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, en territoire neutre. Elle est arrivée 15 minutes en avance, espérant probablement contrôler le récit dès le début. Je suis arrivé exactement à l'heure, portant une petite boîte en carton que j'avais prise au magasin d'expédition en chemin. Elle avait l'air terrible. Les vêtements de marque ne pouvaient cacher les rides de stress autour de ses yeux, ou le fait qu'elle avait perdu un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. La femme confiante qui s'était levée chez Antonio S avait disparu, remplacée par quelqu'un qui vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. Merci d'être venu, a-t-elle commencé, essayant de paraître composée. Je sais que cela a été difficile pour nous deux. Vraiment? Je me suis assis en face d'elle. J'ai très bien dormi. Elle a tressailli mais a continué. Écoute, je sais que tu es en colère sur la façon dont les choses se sont terminées, mais nous devons être pratiques ici. J'ai trouvé un super appartement, mais le propriétaire exige un cosignataire à cause de quelques problèmes de crédit. Des problèmes de crédit? Le divorce affecte temporairement ma cote. C'est juste une formalité. Je ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Juste de signer les papiers pour que je puisse avancer dans ma vie. J'ai posé la boîte en carton sur la table entre nous. Je t'ai apporté quelque chose. Elle a semblé confuse mais a essayé de rester concentrée. Pouvons-nous d'abord discuter de l'appartement? Je dois leur donner une réponse d'ici demain. Ouvre la boîte. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de pendaison de crémaillère pour ton nouvel endroit. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait le couvercle. À l'intérieur se trouvait un morceau de carton plié, aplati mais provenant clairement d'une grande boîte d'appareils électroménagers. Le genre que les sans-abri utilisent comme abri. Elle l'a regardé pendant un long moment, puis a levé les yeux vers moi avec incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton plan de logement de secours. Puisque tu demandes à l'homme dont le mariage était une perte de ton temps de co-signer ton bail. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'alternatives. Son visage est passé du blanc au rouge. Tu es sérieux en ce moment? Complètement. Tu vois, voilà le truc avec les mises à niveau. Elles sont censées être meilleures que ce que tu avais avant. Mais ce que tu décris ressemble plus à une régression qui nécessite l'aide de l'ancien modèle. J'ai fait une erreur.
D'accord. J'ai dit des choses que je ne pensais pas parce que j'étais confuse et en colère et arrête. J'ai levé la main. Tu n'étais pas confuse. Tu as réservé un restaurant. Tu as invité 12 personnes. Tu as préparé un discours. Tu as attendu les applaudissements. La seule chose sur laquelle tu es confuse maintenant, c'est pourquoi ta mise à niveau ne se déroule pas comme tu l'avais prévu. Elle a essayé une approche différente. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Je sais que cette nuit était terrible, et je suis désolé, mais nous avons été ensemble pendant 6 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Ça compte. Ça compte comme 6 ans que j'ai passé avec quelqu'un qui pouvait m'humilier devant nos amis et s'attendre ensuite à ce que je l'aide à emménager dans un nouvel appartement. Je ne demande pas grand-chose, juste ta signature. Ma signature sur un bail pour que tu puisses commencer ta nouvelle vie dans un endroit que tu ne peux pas te permettre sans l'aide du mari que tu as publiquement rejeté. Elle devenait désespérée maintenant, sa voix montant. Très bien. Tu veux que je me traîne à tes pieds? C'est de ça qu'il s'agit? Tu veux que je te supplie? En fait, non. Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. Je me suis penché en avant. La femme qui s'est levée chez Antonio S. et a annoncé qu'elle passait à un modèle supérieur n'a pas le droit de demander des faveurs à l'homme dont elle s'est séparée. Mais où suis-je censé aller? Ma sœur ne peut pas me laisser rester beaucoup plus longtemps. J'ai postulé partout et ils veulent tous un cosignataire. Tu es la seule personne qui remplit les conditions. Ce n'est plus mon problème. Tu as très clairement fait savoir cette nuit-là que mon opinion, mes sentiments et mon avenir n'étaient pas ta préoccupation. Pourquoi ta situation de logement devrait-elle être la mienne? Elle a attrapé le carton de la boîte et me l'a jeté. Tu es un salaud. J'essaie d'arranger ça et tu es cruel juste parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés. Je me suis levé lentement. Tu penses que c'est une question de sentiments blessés? Le café devenait silencieux autour de nous. D'autres clients commençaient à remarquer. Tu as détruit 6 ans de mariage devant un public pour le spectacle. Tu as transformé notre relation en une blague publique pour que tes amis puissent applaudir ta libération. Et maintenant, tu es assise ici à me demander de co-signer ton bail comme si nous étions des partenaires commerciaux. J'ai dit que j'étais désolé. Non, tu as dit que tu avais fait une erreur. Il y a une différence. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait en rentrant. Ce que tu as fait, c'est une humiliation calculée conçue pour te faire sentir puissante à mes dépens. J'ai ramassé le carton aplati et je l'ai remis dans la boîte, puis je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Alors, voici ma réponse à ta demande de cosignataire. Si tu dépends de moi pour t'aider à obtenir cet appartement, tu ferais mieux de commencer à chercher un joli pont pour dormir dessous, car ce carton est la seule aide au logement que tu obtiendras de moi. Elle a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à crier que j'étais vindicatif et cruel, qu'elle n'avait jamais réalisé quel genre de personne j'étais vraiment, que je prouvais qu'elle avait eu raison de me quitter. Tout le café regardait maintenant, tout comme chez Antonio S., sauf que cette fois, elle ne recevait pas d'applaudissements. J'ai attendu qu'elle s'épuise, puis j'ai parlé doucement. Tu sais ce qui est drôle? Tu fais toujours ton spectacle, essayant toujours de faire de moi le méchant de ton histoire, mais tout le monde ici peut voir exactement ce qui se passe. La femme qui a publiquement célébré son indépendance est en train de craquer parce que son ex-mari ne veut pas l'aider à payer son loyer. Je me suis levé et j'ai laissé un billet sur la table pour mon café. Ta place est dans la rue, pas à côté de moi. Tu m'as rendu un énorme service avec ta déclaration au restaurant. Je me suis dirigé vers la porte, la laissant assise là avec sa boîte en carton et les regards de tout le monde dans le café derrière moi. Je l'ai entendu crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. La mise à niveau qu'elle avait annoncée à 12 personnes avait été officiellement déclassée en une boîte en carton et une confrontation avec la réalité, exactement ce qu'elle méritait. C'était il y a 2 mois. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Propre, simple, sans drame. Elle n'a pas eu de pension alimentaire. N'a pas eu la moitié de mes biens. N'a rien eu d'autre que ses effets personnels et la confrontation avec la réalité qu'elle avait évitée. Il s'avère que lorsque vous annoncez publiquement que votre mariage ne vaut rien devant des témoins, ces témoins deviennent très utiles dans les procédures judiciaires. Mon avocat s'est régalé avec les témoignages de cette nuit chez Antonio S. Quant à l'endroit où elle a fini par vivre,
Eh bien, disons simplement que ce n'était pas la mise à niveau qu'elle avait en tête. Sa sœur l'a mise à la porte 2 jours après notre rencontre au café. Quelque chose à propos de ne plus pouvoir supporter le drame. Je ne peux pas imaginer pourquoi. Elle a trouvé un studio dans le pire quartier de la ville. Le genre d'endroit qui n'exige pas de co-signataires parce qu'ils sont désespérés de trouver quiconque peut embuer un miroir. Pas de portier, pas de commodité, des barreaux aux fenêtres. Ses publications sur les médias sociaux sur l'indépendance et les nouveaux départs se sont complètement arrêtées après qu'elle y a emménagé. Les amis qui ont applaudi sa libération au restaurant. C'est drôle comme ce soutien s'est vite évaporé quand elle a eu besoin d'une aide réelle. Il s'avère qu'applaudir la décision de quelqu'un est beaucoup plus facile que de gérer les conséquences de cette décision. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de contacter certains d'entre eux pour un endroit où rester, peut-être un co-signataire pour un meilleur appartement. Les mêmes personnes qui ont célébré sa liberté avaient soudainement des chambres d'amis très pleines et des situations financières très compliquées. Ma vie, en revanche, s'est considérablement améliorée. La maison est paisible maintenant. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin d'analyser chaque conversation pour des significations cachées. Plus besoin de me demander si j'échoue en quelque sorte en tant que mari parce que rien de ce que je fais ne semble la rendre heureuse. J'ai redécoré toute la maison, me suis débarrassé des meubles qui venaient avec un bagage, et j'ai acheté exactement ce que je voulais. Le salon a un immense canapé d'angle parfait pour regarder le football. Le garage est organisé comme une salle d'exposition. La cuisine a tous les gadgets que j'ai toujours voulu, mais que je ne pouvais pas justifier d'acheter. Le travail va mieux aussi. C'est drôle comme on peut être beaucoup plus concentré quand on n'est pas constamment stressé par l'humeur de sa femme en rentrant à la maison. Ma productivité a grimpé en flèche et j'ai eu une promotion 3 semaines après la finalisation du divorce. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, quelque chose que j'avais laissé de côté pendant la dernière année de notre mariage. J'ai perdu 15 livres, retrouvé une définition musculaire que je n'avais pas vue depuis des années. Je me sens mieux que je ne me suis senti en une décennie. La partie vraiment satisfaisante est la façon dont la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'est réellement passé chez Antonio S. La vraie version des faits, pas la version qu'elle a essayé de donner. Les gens parlent et finalement la vraie histoire sort. Surtout après l'incident du café. Il s'avère que plusieurs personnes ont enregistré sa crise de nerfs sur leur téléphone. Incroyable à quelle vitesse les vidéos virales se propagent de nos jours. Elle est devenue une histoire édifiante locale sur le fait de brûler les ponts et de s'attendre à ce que les gens vous aident à les reconstruire. J'ai croisé une de ses amies le mois dernier, quelqu'un qui était à ce dîner. Elle s'est en fait excusée d'avoir applaudi cette nuit-là. Elle a dit qu'elle s'était laissée emporter par le moment et n'avait pas pensé à ce que j'avais dû ressentir. Nous pensions qu'elle faisait juste sa comédie, a-t-elle admis. Personne ne s'attendait à ce qu'elle aille jusqu'au bout et parte, mais vous avez tous applaudi quand même. Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. Il y a 2 semaines, j'ai recommencé à sortir avec des femmes. Rien de sérieux pour l'instant, juste des cafés et des dîners avec des femmes qui apprécient un homme qui sait ce qu'il veut et ne tolère pas le manque de respect. C'est rafraîchissant d'avoir des conversations avec des gens qui ne voient pas les relations comme des luttes de pouvoir à gagner. Le contraste est saisissant. Ces femmes écoutent quand je parle, contribuent aux conversations au lieu d'attendre leur tour pour parler, montrent un intérêt sincère pour mes pensées et mes opinions. Tout ce qui manquait à mon mariage depuis 2 ans. J'ai entendu dire qu'elle essaie de sortir avec des hommes aussi, mais apparemment ça ne se passe pas bien. Difficile de construire la confiance avec quelqu'un de nouveau quand votre profil de rencontre doit expliquer pourquoi vous êtes divorcé et pourquoi votre ex-mari ne veut même pas vous parler. De plus, les nouvelles circulent dans une petite communauté. Les hommes parlent entre eux et l'histoire de la femme qui a humilié son mari en public a tendance à faire le tour. Pas exactement le genre de réputation qui attire des partenaires de qualité. La meilleure partie de tout cela est la paix. Pas de drame, pas de manipulation, pas d'entrer dans des pièces en me demandant ce que j'ai fait de mal cette fois. Plus besoin d'être blâmé pour ses sautes d'humeur ou ses déceptions professionnelles ou son insatisfaction générale de la vie. Je me réveille chaque matin dans une maison qui m'appartient entièrement. Avec des projets qui ne nécessitent l'approbation de personne d'autre, entouré de choses que j'ai choisies parce qu'elles me plaisent, non pas parce que quelqu'un d'autre pensait qu'elles avaient l'air bien. L'alliance que j'ai laissée sur cette table chez Antonio S est toujours dans ma boîte à bijoux. Non pas parce que j'y suis sentimental, mais parce que c'est un rappel de ce qui se passe quand on laisse quelqu'un vous traiter comme si vous étiez jetable.
Elle m'a appris une leçon inestimable cette nuit-là, même si ce n'était pas la leçon qu'elle avait l'intention d'enseigner. Elle m'a montré exactement ce que je valais pour elle. Et plus important encore, elle m'a montré ce que je devrais valoir pour moi-même. Plus jamais je n'accepterai d'être le plan de secours de quelqu'un. Plus jamais je ne tolérerai d'être manqué de respect en public ou en privé. Plus jamais je ne me ferai plus petit pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. La femme qui a annoncé qu'elle passait à un modèle supérieur s'est retrouvée avec la plus grande régression de sa vie. Pendant ce temps, l'homme qu'elle pensait laisser derrière elle a en fait été mis à niveau, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Je suis passé à une vie sans elle. La meilleure décision que je n'ai jamais eu à prendre. Elle m'a offert ma liberté sur un plateau d'argent chez Antonio S cette nuit-là, même si elle pensait me l'enlever. Il s'avère que la seule personne qui a été libérée ce soir-là, c'était moi.